Good afternoon, everyone, and welcome to this press conference. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Les députés ont approuvé aujourd'hui la directive sur la gestion collective des droits d'auteur et les licences multiterritoriales s'agissant du marché de la musique numérique. Maria Gallo est à côté de moi. Elle va vous expliquer plus en détail les tenants et les aboutissants de ce rapport. Je vais lui donner la parole, puis nous aurons quelques temps pour les questions. Je pense celui-là. Merci. Oui, je suis extrêmement satisfaite aujourd'hui du résultat que nous avons obtenu avec un vote en plénière à 640 voix. Je crois que c'est un des meilleurs votes obtenus à l'unanimité sur un sujet aussi délicat que celui des sociétés de gestion collective, qui est relatif à l'ère numérique et surtout à la diffusion des biens culturels en ligne. Le droit d'auteur, la protection du droit d'auteur, c'est un sujet sur lequel je me suis penchée et pour lequel j'ai bataillé pendant tout mon mandat, et je peux quand même constater aujourd'hui que les positions ont beaucoup évolué. Et il est vrai que pour y parvenir, consciente de la difficulté que nous allions rencontrer, lorsque le projet de la Commission est arrivé sur mon bureau, j'ai pensé qu'il fallait vraiment que nous nous écoutions, tous les rapporteurs fictifs et moi que je les écoute, et aussi qu'on écoute les parties prenantes dans un sujet aussi technique que celui-là. Et donc, je crois qu'on a mis en œuvre une bonne méthode de travail et que c'est ça qui explique le consensus, au bout du compte, que nous avons obtenu, puisque nous avons voté également à l'unanimité dans la commission des affaires juridiques. Et comme je l'ai dit ce matin, l'écart est quand même assez grand entre mon ami, mais néanmoins pirate suédois, Christian Engström, et les conservateurs britanniques. C'était donc un grand écart, et c'est donc tout de même satisfaisant d'avoir réussi à tomber d'accord sur toutes ces questions et d'avoir obtenu ce résultat qui montre, encore une fois, que le droit d'auteur n'est pas un frein au développement du numérique, mais au contraire c'est un atout, et que c'est à nous de trouver des business models pour arriver à diffuser les biens en ligne sans que les créateurs, les biens culturels en ligne, sans que les créateurs ne soient frustrés dans leur rémunération. Alors, si vous avez assisté au débat dans l'hémicycle ce matin, c'était un débat extrêmement riche, puisque là encore, après que le commissaire Michel Barnier ait parlé, nous avons appris que justement une consultation, enfin moi je le savais déjà, mais il a indiqué qu'une consultation était en cours et qu'il y allait avoir un livre blanc, et que sous la prochaine législature, on allait probablement rouvrir la directive 2001 sur le droit d'auteur. Donc c'était extrêmement important de voter aujourd'hui ce modèle des sociétés de gestion collective qui sont un peu comme des coopératives, et de montrer encore une fois que le droit d'auteur est tout à fait moderne et qui peut s'adapter à toutes les situations. Et non seulement ça, mais je pense que c'est également le modèle des sociétés de gestion collective, un modèle qui va bientôt concerner d'ailleurs les journalistes, si ce n'est pas déjà fait, qui concerne la reprographie, qui concernera aussi les droits d'édition, et qui va donc s'étendre dans un univers du numérique où on a besoin de se regrouper et de constituer cette somme d'intérêts collectifs. C'est comme une coopérative et qui est chargée de percevoir les droits. Alors, effectivement, j'ai expliqué que les trois objectifs avaient été atteints. D'abord, c'était de garantir l'exercice des droits des créateurs et des artistes
parce qu'ils ont connu des époques où, dans certains pays, on va dire qu'il y a eu dans le passé des dysfonctionnements avec les sociétés de gestion collective, et on a voulu remédier à cela. C'est pourquoi toute la première partie de la directive est consacrée à des règles de gouvernance et de transparence, et qui éviteront, qui sont destinées à éviter tous les abus que nous avons connus. Aujourd'hui, les artistes ont droit à la transparence des comptes complète, droit d'information complet. Ils peuvent s'engager dans le processus décisionnel parce qu'on a consacré le rôle de l'Assemblée générale, on a institué le vote par procuration, le vote électronique. En tout cas, ils sont complètement associés à la gestion de leur société de gestion collective. Donc, grâce à cette transparence. Toujours dans l'organisation des relations des sociétés de gestion collective dans l'intérêt des artistes, on a organisé des obligations réciproques entre les sociétés de gestion collective et ce qu'on appelle les utilisateurs commerciaux, c'est-à-dire les radiodiffuseurs, les plateformes, de manière, par exemple, à ce que les radios puissent obtenir les tarifs, et de manière à ce que les sociétés de gestion collective, puisqu'on a raccourci les délais de paiement, lorsqu'elles doivent payer leurs auteurs, elles aient récupéré tous les éléments d'information auprès des radios sur le temps de passage, la fréquence, etc. Auparavant, cette communication entre les sociétés de gestion collective et les utilisateurs commerciaux était très difficile. Et nous avons encadré ces relations. C'est évidemment dans l'intérêt du citoyen parce que pour lui, c'est très clair, à partir d'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est que dès que cette directive sera transposée, eux, ils vont y gagner en coût, ils vont y gagner également en temps, puisque là encore, et là c'est la deuxième partie de la directive qui concerne les concessions de licences pan-européennes, deuxième partie de la directive qui est consacrée à la musique, et là, au lieu d'avoir à demander aux 28 États membres ou à des sociétés de gestion collective dans les 28 États membres, on va avoir 7 ou 8 points de regroupement de sociétés de gestion collective qui vont pouvoir délivrer une licence paneuropéenne pour un répertoire mondial. Donc, on a réagrégé les répertoires et surtout, on a simplifié la concession des licences, ce qui est évidemment très intéressant pour le citoyen. Et comme je le dis toujours en exemple, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires ou de citoyens des différents États membres ici à Bruxelles. Non, on n'est pas à Bruxelles, donc, mais à Bruxelles en tout cas. Et ils veulent toujours écouter des musiques de leur pays d'origine. Cette fois-ci, la chose sera vraiment facilitée. Donc ça, c'était aussi très important. Et puis, le dernier point, c'est quand même de consolider ce marché unique du numérique qui a été porté par Michel Barnier. Je refais un pas en arrière pour dire simplement aussi que comme nous sommes très attachés à la diversité culturelle, on a exigé dans ce texte que le petit répertoire régional soit traité aussi bien que le grand répertoire d'artistes très connus et qui ne rencontrent pas de difficultés. Donc, je pense que c'est un texte équilibré et encore une fois, c'est un texte d'avenir qui montre que le droit d'auteur n'est pas l'ennemi du numérique. Et moi qui me suis spécialisée ici au Parlement pendant 5 ans, à la fois dans les affaires de droit d'auteur, de propriété intellectuelle et du numérique, je suis contente d'avoir montré que c'est parfaitement conciliable et que c'est même harmonieux. Et en plus, c'est un atout de croissance et d'emploi parce que notre secteur culturel européen est extrêmement important, riche, ne serait-ce que la France qui, avec les jeux vidéo, est extrêmement performante. Donc,
voilà, je suis très contente et je suis prête à répondre à vos questions. Yes, please. Bonjour. Qu'est-ce que ça change concrètement du côté de l'usager, de l'utilisateur, d'une personne qui veut écouter de la musique en ligne? Alors, vous avez le droit de répondre rien, hein, c'est pas grave. Ben non, parce que si après vous avoir dit tout ça, je vous disais ça change rien, ce serait quand même dommage. Non, je peux prendre un exemple. On va prendre un exemple dans la musique parce que c'est évidemment ce qu'il y a de plus facile à illustrer. Mais par exemple, on a Spotify qui s'est développé dans la musique et en Europe. Eh bien, ce que ça change, enfin, ça leur ferait peut-être pas plaisir de m'entendre, mais enfin, ça veut dire que des Spotify, il va pouvoir y en avoir beaucoup. Ça veut dire que des plateformes, ça veut dire que des start-up, ça veut dire que des nouvelles plateformes d'utilisation de la musique sous toutes ses formes et à toutes sortes de tarifs et dans des répertoires les plus variés qu'on puisse imaginer vont pouvoir se développer. C'est vraiment l'ouverture vers une nouvelle économie numérique, culturelle, mais ça c'est un grand changement pour le citoyen qui aura évidemment un choix beaucoup plus étendu. Et puis, si ce modèle se développe et s'il est plus facile d'avoir accès à tout le répertoire mondial, il est évident que le coût baissera. Et par conséquent, c'est intéressant aussi sur le plan économique pour le citoyen. Oui, Alberto D'Agenzio, agence italienne ANSA. Excusez-moi, je suis un profane. Je voudrais comprendre pourquoi vous disiez qu'il peut y avoir tous ces types de développement du marché qu'au moment il n'y a pas. Donc, est-ce qu'il va changer avec ces 7-8 points de récolte, bon, je ne sais pas lancer en français, et de tous ces répertoires européens et mondiaux? Comment va changer pratiquement ça? Merci. Eh bien, si vous voulez, aujourd'hui, il y a, je crois, 250 sociétés de gestion collective pour les 28 États membres. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir un répertoire complet, un répertoire mondial, vous allez être obligé, ou même ne serait-ce qu'européen d'ailleurs, mais vous allez être obligé de demander à des sociétés de gestion collective de chacun des 28 États membres. D'accord ? Alors que dans le système qu'on a mis au point, en organisant de la réciprocité et des accords entre les sociétés de gestion collective, elles vont créer des hubs et elles vont se représenter mutuellement. C'est-à-dire qu'il n'y aura, au lieu d'avoir déjà 28 points où vous devez demander une licence, vous n'en aurez plus que 7 parce que elles représenteront les sociétés de gestion collective des autres pays et chacune, elles se répartiront finalement le répertoire et vous n'aurez plus qu'à demander à une seule société de gestion collective qui, elle, pourra vous proposer, parce qu'elle représente les autres, elle pourra vous proposer le répertoire mondial. Voilà la simplification à laquelle on est arrivé. Vous voyez ? S'il vous plaît. Pourquoi pas une seule? Pourquoi 7? Pourquoi pas... D'ailleurs, moi je vous dis 7, il y en aura peut-être 8, il y en aura peut-être 6. Écoutez, si vous connaissez un peu l'Europe, vous savez qu'il y a une situation qui est détestée ici, c'est la situation de monopole. Hein. Donc on va pas permettre le développement d'une espèce de Google de la société de gestion collective, parce que sinon ce ne serait pas la peine de critiquer nos voisins américains. Donc on a voulu éviter une situation de monopole, on a voulu laisser une certaine flexibilité dans le jeu des sociétés de gestion collective. Encore une fois, elles ont l'obligation de se représenter mutuellement et de traiter tous les répertoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plus petits comme les plus grands, de la même façon.
Et donc ça, c'est une garantie. Mais une seule, non, c'était pas possible. Vous savez la hantise qu'on a des géants américains qui ont des situations de monopole. Donc on va pas se mettre à faire ça ici. Et la répartition se fera d'une manière géographique. Ils vont se partager le territoire européen, ces sociétés-là, ou c'est thématique, comment ça se passe? Oui, alors, comme vous le savez, ce qui est passionnant dans tout ce qui est numérique, c'est qu'il finalement, il n'y a pas de territorialité. Si bien que la SACEM, par exemple, je parle d'elle parce qu'elle est française et que je la connais mieux, mais la SACEM, elle représente 145 000 artistes, créateurs, etc., dont 63 000 sont étrangers. Et si vous voulez, si vous avez un chanteur lituanien, par exemple, il peut très bien choisir d'aller voir, de confier son répertoire à la SACEM ou de le confier à la GEMA. Il est libre. Finalement, ça n'est pas, pour répondre à votre question, en rapport avec la territorialité. Do we have any further questions? Vous avez, Y a-t-il d'autres questions? sur les bénéfices pour les marchés, comme pourraient se développer les marchés économiquement? Oui, enfin, une estimation chiffrée, je ne vais pas vous la donner, mais en tout cas, il faut savoir déjà qu'on emploie en France, rien qu'en France, dans les industries culturelles et créatives, 1 700 000 personnes. Hein. Si on donne à l'économie numérique la possibilité de développer ces plateformes qui pourront faire de la musique, mais qui pourront aussi distribuer des films ou distribuer je ne sais pas quoi, moi, toutes sortes de biens culturels, même des bouquins d'ailleurs, c'est évident qu'il va y avoir une croissance énorme. En plus, la croissance dans le secteur numérique, elle est exponentielle, c'est-à-dire que ça va très très vite. Et on en attend beaucoup, on attend vraiment une grande croissance dans ce domaine-là. Et puis on se dit que nous, les Européens, on a quand même une créativité et un patrimoine culturel énorme, et que par conséquent, on peut développer ça. Ça peut être un véritable gisement d'emploi et un véritable facteur de croissance. Good. Now I think it is. Bien, visiblement, il n'y a plus de questions. De toute façon, nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. Merci d'être venu. Merci à notre rapporteur et bonne journée.